Chers amis de TV Liberté, nous avons réinvité Stéphanie Bignon sur un sujet qu'elle a traité dans un joli petit livre publié chez Via Romana, la chasteté ou le chaos. Bonjour Stéphanie Bignon. Bonjour. Et comme je trouvais que, en fait, chasteté, on était plutôt dans le chaos à l'heure actuelle, avec toutes les histoires qui arrivaient et qui nous tombaient dessus, qui sont quand même assez sinistres. Je fais juste un petit catalogue, qui est quand même un catalogue beaucoup moins joli que le catalogue de Mozart sur les femmes séduites par Don Juan. Eh bien, il y a Weinstein, Epstein, le maire du Havre, Griveaux, Mazeneff. Christine Surgens, ce matin, sur son blog, nous rappelle que les artistes contemporains ne sont pas non plus dénués de propos salaces, avec des sculptures monstrueuses, contre lequel des associations s'élèvent et essayent d'ester en justice, et que ces associations sont renvoyées, notamment l'exposition Présumés innocents en 2006, où l'on emmenait les enfants en procession pour voir des choses qui étaient quand même totalement pornographiques, ou contraires à la dignité. Alors, c'est une parfaite illustration de ce que vous écrivez, dans ce livre, La chasteté ou le chaos. Comment est-ce que vous êtes, qui est déjà écrit depuis 2016. 4 ans 2016, oui. 4 ans. 4 ans, 5 ans quand vous avez commencé à l'écrire. Comment vous est venue cette intuition, ce devoir de travailler sur la chasteté ? Parce que la chasteté, contrairement peut-être à une idée reçue, est le cœur je dirais, de tous les maux que rencontre notre société aujourd'hui. Parce que la chasteté, finalement, la chasteté est un terme extrêmement vaste et extrêmement profond, et qu'il est finalement synonyme, en tout cas, c'est un des sens de maîtrise de soi. Et comment peut-on entreprendre une quelconque société avec une organisation sans commencer par la maîtrise de soi? Et là, évidemment, vous avez raison, nous sommes devant des cas de non-maîtrise absolue. Oui. Et je crois qu'il y a, et c'est un petit peu aujourd'hui ce que j'ai lu dernièrement le livre de Benoît XVI, Revivre pour Dieu, et dans lequel il explique qu'avec Vatican II, l'Église a choisi de faire fi de la loi naturelle et de se tourner vers une théologie morale et appuyée uniquement sur les Écritures. Et abandonnant la loi naturelle, eh bien, la loi naturelle, finalement, est tombée entre d'autres mains. Et on ne peut pas être surpris que l'Église abandonnant la loi naturelle, on se retrouve aujourd'hui avec ces excès qui vont jusqu'à marier 2 hommes, aller jusqu'à la GPA et la PMA, puisque l'Église n'a plus cette autorité. Elle a choisi de ne rester que dans un aspect moral, de relation entre 2 personnes, mais que ce soit 2 hommes ou que ce soit 2 femmes, ou que la question n'est plus là, c'est on est dans un stade purement enfin, Jean-Paul II, moral. quand même, je crois que c'était tellement peu dans l'idée de Jean-Paul II qu'il n'en a même pas parlé. Oui, absolument. L'amour, c'était entre un homme et une femme. Oui, mais comme quoi, ce sont des pailles qui sont lancées dans un système qui ne sont effectivement pas la volonté, mais que les brèches sont ouvertes. Les brèches sont ouvertes. Et ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas moi qui le raconte, mais c'est Benoît XVI qui... en faisant, je dirais, une sorte de mea culpa de l'Église, nous raconte que ce désintérêt, cette coupure entre l'Église et la loi naturelle est pour lui une source de beaucoup de maux, en fait. Et donc, j'en viens par exemple, dernièrement je suis allée à l'opéra et j'ai eu la joie de regarder, de voir, d'entendre Turandot de Puccini.
La réflexion que je me suis immédiatement faite, c'est que je me suis dit finalement, pourtant tout cela n'est pas vieux, mais on était dans une société qui admettait que l'essentiel finalement c'était de chercher ce que nous étions. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que la mort, qu'est-ce que la vie? On est dans cette recherche. Or, aujourd'hui, on ne se pose plus cette question de qui nous sommes. Nous voulons imposer dans ce péché d'orgueil extrême, nous voulons décider de qui nous sommes. Et donc, nous pouvons tout décider. Et tout se retrouve, cette logique de suprématie de l'orgueil humain qui a oublié Dieu. Et en commençant par oublier les contraintes justement liées à la, ou du moins la grande découverte que représente la loi naturelle, eh bien en s'affranchissant de cela, en fait, il s'est emprisonné dans une spirale qui l'éloigne toujours plus de ce qu'il est en vérité. Parce qu'en plus de ça, il cherche qui il est, mais finalement, il devient quelque chose de tout petit. Exactement, il devient ce qu'il est aujourd'hui, finalement. Je ne sais plus quel personnage a dit, quel philosophe a dit qu'un homme mesurait sa grandeur en millimètres finalement, et en centimètres, mais que c'était pas grand. Cet exhibitionnisme qui caractérise quand même bien notre temps, hein, parce que je me suis renseignée depuis, il n'y a pas que les hommes politiques, on en a quand même deux. Donc Monsieur Griveaux, mais il y a aussi mais il y a aussi l'ancien maire du Havre, qui a été obligé de partir parce qu'il envoyait aussi son anatomie à des femmes. Là, on est dans le délire total. Enfin, je veux dire, c'est des petits garçons qui n'ont pas été élevés. C'est des petits. C'est quoi? C'est une célébration de. C'est une célébration du sexe. C'est une célébration de la transgression. Encore une fois, et c'est ce que j'exprimais peut-être mal tout à l'heure, mais dans la volonté de ne plus chercher qui nous sommes, mais de décider de qui nous sommes, en fait, on se détache de toute réalité, qu'elle soit naturelle et divine. De toute façon, on se détache. Et donc, on est dans la transgression permanente. N'ayant plus à comprendre qui nous sommes, alors je choisis tous les jours qui je suis. Et je suis dans une non-maîtrise, puisque je n'ai plus de limites. Et non, je suis une bête, surtout. Je suis une bête. Non, c'est une insulte pour les animaux. Je savais que vous alliez me répondre ça. Nous sommes un animal raté, mais certainement pas un animal. Non, justement, c'est bien là où le piège se referme. C'est que cette liberté qui nous a été donnée, nous l'utilisons contre nous-mêmes. Et pour nous rendre toujours plus prisonniers de nos vices, de nos mauvais penchants. Et c'est vrai que c'est intéressant de parler de la chasteté au mois de mars, mois de Saint-Joseph, qui est un personnage chaste. Oui, c'est pourquoi vous avez choisi ce très beau tableau de Halley, de Noël Halley, parce que vous dites, cette sainte famille, les trois personnages sont chastes. Exactement, les trois personnages sont chastes, et donc nous sommes au mois de mars, le mois de Saint-Joseph. Et je crois qu'il y a un message très fort dans la chasteté de Saint-Joseph. Et c'est vrai que la chasteté est importante partout. Elle est importante dans le couple, elle est importante évidemment quand on est célibataire, elle est importante à tous les niveaux, à des degrés évidemment différents. La chasteté, ça veut dire encore une fois la maîtrise de soi. Donc le père de famille et le prêtre n'ont pas la même lecture de la chasteté. Mais je voulais aussi, puisqu'il faut, je pense, coller à l'actualité, quand les écologistes nous parlent d'écologie, en général, très peu sont à remettent en cause l'utilisation de la pilule. Et pourtant, la pilule est un polluant extraordinaire. Évidemment, non seulement il pollue le métabolisme des femmes qui le prennent, mais pollue l'environnement de façon considérable. Donc, ces paradoxes sont bien la preuve qu'on est sorti d'une cohérence. C'est une paradoxe ou c'est une folie, une folie manipulatrice. C'est ça, mais c'est l'incohérence. L'incohérence, la confusion, on sait de qui c'est le signe du diable. Exactement. Et par ailleurs, aux féministes qui, le 8 mars, se sont fait
mal recevoir dans les rues parisiennes. Et ces pauvres femmes, j'ai aussi envie de leur dire que la solution au respect des femmes est dans la chasteté. À partir du moment où la femme ne respecte plus ce qu'elle est elle-même, c'est-à-dire l'écrin potentiel pour la vie, à partir du moment où elles permettent qu'on les voit autrement et que... je ne dis pas que l'acte sexuel ne doit faire que porter la vie. Je ne prive pas les gens qui ne donnent pas la vie, qui peuvent plus donner la vie. Et c'est pas ce que je veux dire du tout. Non. Mais dès l'instant où l'acte sexuel est totalement détaché eh bien, la femme est perdue. La femme est devenue un objet de plaisir, un objet. Et à partir du moment où elle s'exhibe, où elle se met dans je dirais, des postures, des tenues, elles se mettent elles-mêmes dans une position d'objet, dans la position d'une madeleine à croquer sur le coin d'une commode. Donc, il y a bien impérativement besoin pour que les gens vous respectent, de commencer par se respecter soi-même et de ne pas s'exposer comme un objet dans une vitrine. Dans l'interview, l'entretien que Bigard a accordé à Martial Bild dans Bistro Liberté, j'ai été frappée de cette phrase extraordinaire. Il y a un sketch qui s'appelle « Le lâcher des salopes ». Bon, je ne connaissais pas bien Bigard, j'ai voulu aller le voir. Je me suis dit, ça va peut-être être dur, mais pas du tout. En réalité, c'est un hymne. J'ai envie de dire à l'honnêteté de la femme, c'est-à-dire celle qui ne se fait pas avoir, celle qui ne se fait pas prendre. Alors le thème, c'est il va dans une boîte et c'est la comparaison entre l'homme et le chasseur, puisque nous sommes des proies. L'homme est un chasseur. Donc, il arrive dans une boîte de nuit et il dit vous comprenez, c'était toutes des poules d'élevage, ce qui n'est pas bien pour un vrai chasseur. Il lui faut des poules sauvages. Et le sketch se termine en disant « Les seules qu'on respecte, c'est celles qu'on n'a pas eues. » J'ai trouvé que c'était magnifique. Sous cet humoriste, il y avait beaucoup de vérité. Voilà. Mais je crois justement qu'on se trompe. Les femmes ne savent pas ça. Oui, mais la force éducatrice des femmes est celle-ci, c'est-à-dire que on ne consomme pas les autres comme... Encore une fois, si on est un véritable écologiste, on est évidemment arc-bouté contre la société de consommation. Or, le sexe pratiqué comme on le pratique aujourd'hui et les mœurs débridées sans cadre sont une consommation, mais la pire de toutes, c'est la consommation d'autrui. Oui, on n'a plus le droit de consommer de viande, mais par contre, on peut se consommer les uns les autres. On peut consommer des hommes ou consommer des femmes. Ou consommer des enfants, parce qu'on en arrive à ce paroxysme. Bien sûr, oui. Donc la vie elle-même devient objet de consommation. Je pense que c'est ce que nous vivons, c'est-à-dire que c'est ça, on se consomme jusqu'à se consumer. Ouais. Et nous arrivons, et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, nous arrivons à ces extrémités. Ouais. Et c'est pour ça que peut-être maladroitement je commençais en citant Benoît XVI, mais encore une fois je le cite et je trouve la force de ce livre d'ailleurs, Se remettre à vivre pour Dieu, d'une extraordinaire humilité. C'est-à-dire qu'il dit dans l'Église, on a raté des choses. Et je suis convaincue que c'est par ce retour de la foi que nous sortirons de ces impasses et de cette transgression qui est devenue la règle et qu'on retrouve évidemment dans l'art. Transgression qui paraît totalement normale et tout. Moi j'ai été frappée dans l'affaire Griveaux. Pratiquement personne n'a dit c'est quand même pas tout à fait normal, mais tout le monde a défendu la vie privée, comme si en privé on avait toute l'attitude de faire ça, ce qui est quand même c'est d'abord même pas privé puisque c'était sur Internet. Et ensuite, le type qui joue à ça, il a quand même des problèmes. C'est assez hors sujet. Le débat sur la vie privée, c'est bien à 15 ans, à 14 ans, même peut-être un peu plus tôt. Mais alors, ce qu'il faut garder en tête, alors, premièrement, dans l'affaire de ce sinistre pauvre personnage qui est Griveaux,
je vois pas le rapport avec la vie privée. Il envoie des photos sur les réseaux sociaux à sa maîtresse. Oui, oui. Il est père de famille quand même, Oui, oui. sur des réseaux sociaux. Qui est sa maîtresse, il le sait pas. Donc il envoie à une tierce personne. Oui, oui. Bon, il s'expose quand même. Je veux dire, on peut quand même pas que le plaindre. Oui, oui. Alors c'est Mais inquiétant. c'est encore une fois très répandu. Quand on est bête à ce point, j'ai pas envie de lui confier les manettes de mon pays, même un tout petit peu. Hein, donc, de toute façon, c'est très révélateur d'une immaturité monstrueuse, et puis ensuite d'une perversion inquiétante. La fidélité fait aussi partie, je dirais, des attributs du pouvoir. C'est peut-être même le départ. Donc là, on est face, je dirais que le débat sur la vie privée, est complètement à côté de la plaque. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir le curseur, vous savez, comme au casino, là, mais c'est une roulette évidemment pipée parce que la roulette tourne et la bille va tomber dans une des cases. Et c'est vrai que quand on repense à l'affaire Strauss-Kahn, à l'affaire Griveaux, etc., comme si, en fait, et c'est là que c'est parfaitement diabolique, c'est que tout le monde est appelé à transgresser, et on se servira de votre faiblesse, si vous êtes tombé dans la transgression, pour se retourner contre vous. Oui, c'est une arme secrète et absolue. C'est-à-dire que, allez-y, c'est super, et puis quand on aura besoin de se débarrasser de vous, on appuiera sur le siège éjectable. Oui, donc on est face à une hypocrisie, en plus, c'est une technique de pouvoir policier, de prendre quelqu'un en flagrant délit pour l'utiliser. Pour utiliser l'image. Voilà, c'est ça. C'est un système de fiches, mais à grande envergure. Et d'une certaine façon, et c'est bien pour ça que je crie en quelque sorte chasteté ou chaos, là on choisit, parce que la chasteté c'est la vraie liberté, et quand on va jusqu'à ce paroxysme, c'est bien le problème qu'a aujourd'hui M. Griveaux, c'est qu'il n'est plus libre de rien. C'est-à-dire qu'il a été prisonnier de ses pulsions, et on l'a tenu par ça. Quel message a-t-on voulu lui faire passer ? Parce qu'il est évident que si M. Griveaux est tombé, c'est certainement pour des raisons très précises. C'est pas seulement que tout d'un coup on chasse ce genre de mœurs, pas du tout. Non, c'est pour des raisons très précises. On a appuyé sur le bouton. Ah, t'as pas voulu, ch'tonk. On appuie sur le siège éjectable. Donc, de façon évidente, je dirais, le diable est en train de se dévoiler de façon très claire. Vous succombez au péché et je décide de ce qui va vous arriver. Vous perdez toute liberté. Oui, c'est le moment de lire ce qui nous a été envoyé ce matin, ce que vous avez écrit sur votre site internet. Non, je ne l'ai pas encore mis, malheureusement. C'est un prêtre. Son journal s'appelle Le Clocher de Sainte-Thérèse. C'est à Sainte-Anne de Théval. Le virus et la quarantaine. Vous l'avez tous entendu, il y a actuellement un virus très contagieux qui sévit en ce moment. Il convient de le combattre ardemment et collectivement, de prendre sérieusement les moyens d'endiguer sa propagation, car nul ne peut prétendre être immunisé. Il s'appelle le péché. Il importe d'identifier sérieusement les principaux agents contaminants, que sont l'orgueil, la colère, la paresse, la luxure, la gourmandise, l'avarice et l'envie, ainsi que les principaux symptômes qui se manifestent dans la tristesse et la peur qui peuvent conduire à la mort. Et pour le combattre, éviter d'être contaminé et en limiter les effets, l'Église propose une quarantaine véritable. Chacun est engagé à s'appliquer quotidiennement le triple traitement de la prière, du partage et de la pénitence. Ce traitement, que l'on appelle carême, ne peut trouver d'efficacité que dans une posologie régulière et une attention de chaque jour. Je conseille à tous nos amis TV Liberté de regarder ce texte sur votre blog parce qu'il est très amusant. Absolument, je trouve ça extraordinaire parce que la peur est précisément ce qui atteint le plus notre système immunitaire. Donc la peur qui est cultivée en ce moment est le plus sûr moyen
de nous faire tomber, de nous provoquer, de nous permettre d'attraper pléthore de cochonneries. Mais ce que je voulais aussi rajouter, et aussi pour les jeunes, c'est que l'amour implique nécessairement la liberté, et que c'est l'antithèse de la possession. Et je crois que dans cet énorme vide affectif qui est créé justement par cette transgression, parce que si vous êtes dans la transgression, c'est que vous coupez les liens avec ce qui vous a fait, et dans cet immense vide que laisse cette transgression, eh bien, vous avez besoin pour compenser de consommer, de posséder, de vous remplir ce vide. Et donc, l'amour, ça n'est pas ça. L'amour, c'est l'antithèse de la possession. Oui, vous avez tout à fait raison. Votre image est vraiment très, très utile et très signifiante. J'aimerais terminer parce que vous écrivez là, sur le... quand Noël allait publier son tableau, il a été accablé par les satires de Diderot. Absolument. Vous m'ennuyez, monsieur Allais, vous m'ennuyez, tout cela est misérable. La Révolution se saisira de la fuite en Égypte pour ne plus nous permettre de l'admirer librement et gratuitement dans l'Église qui devait la contenir. C'est quand même un petit peu ennuyeux. Vous voyez, le tableau de Allais a déplu à monsieur Diderot, qui entendait pouvoir faire ce qu'il avait envie de faire quand il en avait envie. Oui, et c'est un encyclopédiste, et les encyclopédistes ont commencé par perturber le sens des mots avant d'opérer à la révolution des mœurs. Donc les mots sont très importants, et les encyclopédistes ne s'y sont pas trompés. On a commencé par faire un dictionnaire. Et je voudrais dire que donc ça fait 5 ans que ce livre est publié et que depuis, maintenant, on apparaît dans la presse le mot de chasteté de plus en plus. Vous avez remis à la mode, vous avez remis à la mode le mot et la chose. Merci beaucoup Stéphanie Bignon. Je rappelle que vous pouvez lire Stéphanie dans ce livre La chasteté ou le chaos, publié chez Via Romana. Et puis le premier, Cessez de nous libérer, toujours chez Via Romana. Merci beaucoup Stéphanie. Merci Anne. Amie de TV Liberté, à très vite. Hiver, Charles d'Orléans. Hiver, vous n'êtes qu'un vilain. Été plaisant et gentil. En témoignent mai et avril qui l'escortent soir et matin. Été revêt champs, bois et fleurs de son pavillon de verdure et de maintes autres couleurs. Mais vous, hiver, trop êtes plein de neige, vent, pluie et grésil. On vous doit bannir en exil. Sans point flatté, je parle plein. Hiver, vous n'êtes qu'un vilain. Le temps a laissé son manteau, Charles d'Orléans. Le temps a laissé son manteau de vent, de froidure et de pluie, et s'est vêtu de broderies, de soleil riant, clair et beau. Il n'y a bête ni oiseau quand son jargon ne chante ou crie. Le temps a laissé son manteau de vent, de froidure et de pluie. Rizières, fontaines et ruisseaux portent en livrée jolie gouttes d'argent, d'orfèvrerie. Chacun s'habille de nouveau, le temps a laissé son manteau.
L'oreiller d'un enfant, Marceline des bords de Valmore. Cher petit oreiller, doux et chaud sous ma tête, plein de plumes choisies et blanc et fait pour moi. Quand on a peur du vent, des loups, de la tempête, cher petit oreiller, que je dors bien sur toi. Beaucoup, beaucoup d'enfants, pauvres et nus, sans mère, sans maison, n'ont jamais d'oreiller pour dormir. Ils ont toujours sommeil, ô destinée amère, maman, douce maman, cela me fait gémir. Elle avait pris ce pli, Victor Hugo. Elle avait pris ce pli, dans son âge enfantin, de venir dans ma chambre, un peu, chaque matin. Je l'attendais, ainsi qu'un rayon qu'on espère. Elle entrait et disait « Bonjour mon petit père !» Prenait ma plume, ouvrait mes livres, s'asseyait sur mon lit, dérangeait mes papiers et riait. Puis, soudain, s'en allait comme un oiseau qui passe. Alors je reprenais, la tête un peu moins lasse, mon œuvre interrompue, et tout en écrivant, parmi mes manuscrits je rencontrais souvent quelque arabesque folle et qu'elle avait tracée, et maintes pages blanches entre ses mains, froissées, où je ne sais comment venaient mes plus doux vers. Elle aimait Dieu, les fleurs, les astres, les prés verts, et c'était un esprit avant d'être une femme. Son regard reflétait la clarté de son âme. Elle me consultait surtout, à tout moment. Oh, que de soirs d'hiver radieux et charmants, passés à raisonner langue, histoire et grammaire. Mes 4 enfants groupés sur mes genoux, leur mère tout près, quelques amis causant au coin du feu. J'appelais cette vie être content de peu. Et dire qu'elle est morte, hélas, que Dieu m'assiste. Je n'étais jamais gaie quand je la sentais triste. J'étais morne au milieu du bal le plus joyeux, si j'avais, en partant, vu quelque ombre en ses yeux. Ma mère, Jean Écart. Ma mère que j'aime beaucoup m'a donné tout. J'aimerais cette bonne mère ma vie entière. Elle m'a soigné tout petit, on me l'a dit. Elle a balancé ma couchette blanche et proprette. M'a appris à marcher pas à pas, tenant mon bras, à dire un mot puis à tout dire, même à sourire. Si je pleure, elle me console d'une parole, et vite son baiser charmant me rend content. Je veux rendre heureuse ma mère, ma vie entière. Travailler, elle aimait bien fort jusqu'à la mort.